et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Fouta. À la une de ce journal, la mosquée Aboubakar Kanazoué, père de El Hadj Youssoufou Kanazoué à Tampouy, désormais mise à la disposition des fidèles musulmans, construite en R+3. La dite mosquée a été inaugurée ce vendredi. L'association des élèves étudiants musulmans au Burkina AEMB a 40 années d'existence en 2026 et en prélude à la célébration de ce quarantenaire, le comité d'organisation était face à la presse ce mardi afin de dérouler le programme d'activité. Et hors de chez nous au Niger, l'entreprise française Orano annonce des poursuites contre le Niger après la reprise de ses actifs miniers. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. La mosquée Aboubakar Kanazoué, construite par le mouvement sunnite du Burkina, a été inaugurée ce vendredi à Tampouy. La cérémonie a été présidée par El Hadj Oumarou Zougrana, président du bureau national du mouvement sunnite du Burkina, et s'est déroulée en présence du Dr Mohamed Ishaq Kindo et de plusieurs personnalités religieuses. Cette nouvelle mosquée servira de lieu de culte, d'éducation et de rassemblement, renforçant ainsi la cohésion sociale et les valeurs de solidarité au sein de la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à la mosquée Aboubakar Kanazoué de Tampouy pour célébrer la prière de vendredi. Et c'était l'occasion aussi de magnifier Allah pour ses bienfaits qui nous a permis en tout cas d'avoir ce joyau. Pour un rappel, il faut dire que la mosquée existait par le passé, mais depuis 2022, elle a été démolie en vue de sa reconstruction. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on a pu en tout cas voir pousser sur ces lieux une belle bâtisse de R+3 et donc vraiment nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette mosquée, en termes d'ancienneté, est la 8e mosquée de vendredi du mouvement sunnite du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, en tout cas, elle renaît de plus belle parce que nous avons en tout cas une bâtisse de R+3 avec des matériaux de finition de dernière génération. Et alhamdulillah rabbil alamin. Oui, cette mosquée, il y a eu plusieurs donateurs. Disons que le fait déclencheur est venu de l'extérieur, des amis du docteur Tidiane Ouedraogo qui ont bien voulu commencer la contribution pour la construction de cette mosquée. Mais il faut dire que tout le monde a mis la main dans la poche parce que tous les fidèles du quartier, même ceux qui sont en dehors du quartier, chacun a essayé de mettre la main dans la poche. Et la mosquée aussi porte le nom de Aboubakar Kanazoué. Il faut dire que les enfants, les petits-enfants de Aboubakar Kanazoué ont aussi mis la main dans la poche. Donc on ne peut pas citer tous les donateurs ici. Donc on ne peut que vraiment prier Dieu pour que leur rende les récompenses au-delà de leurs attentes. Reportage signé Mohamedi Sawadgou et Abdulaziz Zougrana. Et l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina AEMB célèbre cette année 40 ans d'existence. Et à cette occasion, l'association a animé ce mardi une conférence de presse afin de présenter les grandes lignes des activités prévues pour marquer cet événement historique. Objectif, programme des festivités et messages clés à l'endroit des membres, des partenaires et de l'opinion nationale. Les responsables de l'AUMB lèvent donc le voile sur les préparatifs de 40 ans. Mohamed Lamine Ouedraogo y était pour le reportage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulullah. 40 ans d'existence de l'AUMB, nous avons effectivement initié beaucoup d'activités. Donc la première, c'est la présente conférence de presse pour pouvoir annoncer qu'aujourd'hui, 21 janvier 2026, marque les 40 ans de reconnaissance officielle de l'AUMB. Et après cela, d'autres activités suivront, notamment l'inauguration de la mosquée dans laquelle nous sommes, le centre culturel islamique de l'AUMB. Après cela, il y aura aussi un colloque qu'on va faire carrément en octobre. Mais avant ça, en juillet, nous aurons une journée dédiée à l'hommage des aînés qui se tiendra lors du séminaire national, qui est le grand rassemblement
de l'AMB chaque 2 ans. Et cela va se tenir effectivement dans la ville de Ouagadougou. Nous aurons aussi assez d'activités en lien avec la solidarité, mais aussi avec la citoyenneté, comme par exemple la journée de salubrité qui se tiendra dans le mois de mars à l'occasion des séminaires provinciaux de formation islamique. Toutes les activités de l'année de l'AMB, effectivement tirées du plan de travail et du plan stratégique des quinquennales, effectivement auront les couleurs des quarantenaires de l'AMB. 40 ans, l'AMB a fait un parcours très riche. La première réalisation qui est à dire avec brio, c'est bien sûr la formation aujourd'hui de cadres musulmans compétents qui sont fiers de porter leur religion, qui sont fiers de proclamer leur islam. Aujourd'hui, l'AMB a formé des milliers de jeunes musulmans pour notre pays, mais au-delà de nos frontières, l'AMB a des compétences qui sont partout dans le monde. Au-delà de cette formation, à la fois académique et religieuse, l'AMB a aussi conduit des grands projets socio-éducatifs, notamment le complexe scolaire La Conviction qui est en arrêt. Il y a aussi le centre médical de santé de l'AMB qui a plus de 10 ans d'existence et aujourd'hui envisage d'ouvrir un bloc opératoire. Au-delà de ça, l'AMB a des projets de construction de centres sociaux à travers le pays, notamment ici à Ouagadougou. Et à Baté Est, on a un centre là-bas qu'on a déjà construit. On a aussi d'autres chantiers à Bobo et même à Fada, on a des chantiers qui sont en cours. Ici, on ne peut pas aussi ne pas évoquer le grand projet dans lequel nous sommes, le centre culturel islamique de l'AMB, qui est effectivement en train de tirer vers sa fin, dont nous comptons faire l'inauguration. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 22 janvier 2026 sous la présidence du chef de l'État. Au cours de cette séance, le gouvernement a examiné et adopté plusieurs dossiers majeurs touchant à la gouvernance, à la sécurité nationale et au développement socio-économique. Des décisions importantes ont été prises pour renforcer les institutions de l'État, soutenir les efforts de sécurisation du territoire et accélérer la réalisation d'infrastructures prioritaires, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et des équipements publics. La maison russe de Ouagadougou a accueilli le cosmonaute russe Alexandre Gorbunov de retour d'une mission de 171 jours à bord de la Station spatiale internationale. Face à un public composé notamment de jeunes et d'étudiants, il a partagé son expérience de la vie en orbite et souligné l'importance de la coopération scientifique internationale. Une rencontre qui renforce l'intérêt pour les sciences et l'exploration spatiale au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'horizon ne s'arrête plus aux frontières du Sahel. Il s'étend désormais jusqu'aux étoiles. Ce mercredi 21 janvier 2026, la maison russe de Ouagadougou se transforme en véritable centre de contrôle spatial pour une rencontre qui marque les esprits. L'invité d'honneur est une figure du proue de l'exploration moderne, le cosmonaute russe Alexandre Gorbunov. À seulement 35 ans, cet ingénieur vient de boucler une mission marathon de 171 jours à bord de la Station spatiale internationale. Il apporte avec lui les récits d'une vie passée en apesanteur, loin du sol burkinabé, mais au plus près des enjeux scientifiques mondiaux. En 2024, j'ai réussi un aller-retour dans l'espace à bord d'un vaisseau américain Dragon. J'ai passé 171 jours dans l'espace dans le cadre de l'expédition 72. On a réalisé près d'une trentaine d'expériences différentes, tout en maintenant la station spatiale en état de marche. Pour moi, c'était mon premier vol. Je m'y étais préparé pendant environ 6 années, du moment où j'ai rejoint l'équipe de cosmonautes au vol même. Il est certain que c'est une expérience très utile pour moi, très intéressante. On a effectué beaucoup de travaux différents à la station. Les vols habités dans l'espace se poursuivent depuis une période assez longue, depuis 25 ans. Je suis membre de la 72e expédition et j'espère que ce ne sera pas mon dernier vol, que je retournerai à la Station spatiale internationale à l'avenir. Au-delà de l'anecdote technique sur la vie en orbite, cette conférence en accès libre symbolise le renforcement des liens culturels et scientifiques entre Moscou et Ouagadougou. Pour la jeunesse burkinabé, il ne s'agit pas seulement d'écouter un récit de voyage, mais d'appréhender les coulisses d'une préparation spatiale rigoureuse, ouvrant ainsi le champ des possibles pour les futures vocations scientifiques du pays. C'est la première fois qu'un cosmonaute accepte de venir en Afrique. Voilà. Et nous, ça nous touche beaucoup parce que malgré la situation actuelle où de plus en plus les autres
et refusent en fait la coopération et créent en fait l'insécurité et tout. Alors, donc la Russie nous a envoyé un cosmonaute qui a accepté volontiers venir partager son expérience avec la jeunesse. C'est vraiment une première dans l'histoire et dans l'histoire du Burkina Faso qu'on a un astronaute expérimenté qui accepte, alors malgré tout ce qu'on dit du Burkina Faso, de venir partager son expérience avec les Burkinabés, avec le Burkina Faso. Et ça, c'est quelque chose qui touche vraiment. Nous pouvons maintenant rêver, parce que maintenant, il y a, avec bien sûr la volonté politique qui se met en place, des études spécialisées dans l'espace et aussi dans l'aéronautique qui se développent peu à peu. Et aussi, nous avons des étudiants qui sont en formation en Russie actuellement. Et je crois que c'est un tremplin pour nous de pouvoir maintenant se lancer. Parce que, comme le disait aussi l'ancien chercheur, sans la science et la technologie, nous ne pouvons aller nulle part. Donc, c'est des secteurs qu'il faut développer et bien sûr mettre notre pays, le Burkina Faso, en orbite. À l'issue de ces échanges avec le cosmonaute, c'est déjà comprendre que les volontés politiques sont vraiment en marche parce que la maison russe a des initiatives qui vont bien sûr sur les dynamiques du gouvernement actuel. Et là, lorsqu'on voit ça, ça fait plaisir de savoir qu'on a reçu un cosmonaute. Aujourd'hui, quand même, depuis que je suis né, je n'en avais jamais vu un. C'était à la télé, c'était dans les émissions. Et là, aujourd'hui, voir un qui a partagé son expérience. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est son âge, 35 ans. Je pense que quand tu es jeune et que tu vois un jeune comme toi qui fait quelque chose d'extraordinaire, en tant que jeune africain, c'est vraiment quelque chose d'innovant, c'est une première. Et je pense que c'est un message fort pour ceux-là qui ont reçu cette information. En accueillant un explorateur de la Station spatiale internationale, le Burkina Faso montre sa volonté de s'ouvrir aux technologies de pointe et à la coopération internationale de haut niveau. Une manière de rappeler que même pour une nation en pleine transformation, le ciel n'est pas une limite, mais une nouvelle frontière à explorer. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Hugues Bambara pour RT en français. Le groupe nucléaire français Orano a déclaré son intention de poursuivre le Niger en justice, dénonçant une expropriation illégale après la reprise par l'État nigérien de ses actifs miniers. Les autorités de Niamey rejettent ces accusations et parlent d'un acte de souveraineté économique visant à rééquilibrer des contrats jugés historiquement défavorables au pays. Cette décision intervient dans un contexte de redéfinition des partenariats miniers et d'affirmation du contrôle national sur les ressources stratégiques. C'est un véritable duel juridique et diplomatique qui se joue désormais entre Paris et Niamey. En effet, le géant français du nucléaire Orano a officiellement promis ce mercredi de poursuivre ses actions en justice contre l'État nigérien. En cause, son expropriation qu'il juge illégale et surtout le sort d'un stock d'uranium très convoité. Selon des experts, cette reprise en main par le Niger de son uranium n'est pas seulement un acte politique, mais une nécessité économique pour corriger des décennies de contrats jugés asymétriques. Pour le Niger, protéger ses ressources, c'est avant tout protéger le droit souverain d'un peuple à disposer de ses propres richesses face aux pressions des multinationales. Je pense qu'il faudrait parler du droit de l'État du Niger à disposer de ses ressources naturelles. D'abord sur le plan du droit international public, la résolution 1803 des Nations Unies établit que les peuples et les États ont une souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. Et cette disposition est un impératif du droit international. Ensuite, sur le plan du droit nigérien, vous avez la charte de la transition qui consacre ou dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple nigérien. Et en plus de ça, vous avez le code minier qui dispose que l'État nigérien a une propriété exclusive de son sous-sol. Sur place, le climat est loin d'être à la conciliation. Dans les rues de la capitale, la population affiche un soutien massif aux autorités de la transition. Pour beaucoup de Nigériens, ce blocage n'est pas qu'une simple question de minerais, mais le symbole d'une souveraineté retrouvée. Je ne vois pas par quoi Orano va oser d'interdire ou bien d'interpeller tout celui qui oserait mettre la main sur notre richesse. Je pense qu'on ne peut pas être exploité pendant plus de 50 ans et ils vont continuer à espérer que le Niger leur appartient.
Pour eux, on est toujours pendant la période coloniale. Du moment où ces ressources nous appartiennent, vous les avez volées pendant plusieurs décennies. Les populations autochtones et même du Niger en particulier ne vont pas vous dire ce que ce pays-là a eu concrètement durant toutes ces années. Et maintenant qu'on décide de prendre en main pour qu'enfin ça profite au peuple nigérien, et c'est qu'on constate qu'ils sont en train de jouer de tous les coups bas, mais que nos autorités ne se lassent pas. Ils ont le soutien total du peuple nigérien. En engageant cette bataille de l'uranium, le Niger confirme sa stratégie de rupture avec les anciens partenaires pour imposer ses propres conditions sur l'échiquier énergétique mondial. Une épreuve de force dont l'issue déterminera l'avenir des relations industrielles dans la région. Depuis Niamey, Maoukoussi Abdulkarim pour RT en français. Le néocolonialisme, système de domination économique et politique hérité de la période coloniale, est régulièrement dénoncé, mais pas toujours de manière cohérente. Selon certains observateurs, il est vivement critiqué lorsque les intérêts des anciennes puissances comme la France sont menacés, mais apparaît toléré lorsqu'il sert leur stratégie économique et géopolitique. C'est mal, ou un tueur donnait des leçons de morale sur la violence. Absurde. Et pourtant, c'est exactement l'effet qu'a produit Emmanuel Macron à Davos. En fustigeant le droit du plus fort sur la scène internationale, le président français a endossé le costume du critique du colonialisme. Je pense qu'accepter une sorte de nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Le colonialisme serait donc à condamner, mais à une condition. S'il s'exerce contre la France, lorsqu'il est pratiqué par Paris, c'est pas si mal. Aujourd'hui encore, la France administre 12 territoires habités hors du continent européen, sous des appellations élégantes, départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer, collectivités sui generis. Le vocabulaire est donc soigné, la réalité beaucoup moins. Prenons la Martinique. En 2024, des manifestations éclatent contre le coût de la vie. Réponse de Paris, forces armées, arrestations, maintien de l'ordre musclé. Nouvelle-Calédonie, autre décor, même scénario. Une partie de la population réclame depuis des années l'indépendance. En 2024, la colère explose après une réforme électorale jugée défavorable aux populations autochtones. Là encore, la contestation est étouffée. Dans l'océan Indien, la situation est encore plus révélatrice. La France continue de contrôler Mayotte, en violation directe des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissent l'île comme partie intégrante de l'Union des Comores. Une occupation que Moroni ne cesse de dénoncer. Et dans ce contexte du haut de cette tribune, je ne peux passer sous silence la question de Mayotte, île comorienne toujours sous occupation française, malgré les options claires et répétées de l'ONU, entre autres, de l'Union africaine et de la DRAB et d'autres structures. Mais si Emmanuel Macron est vraiment opposé au colonialisme, un détail intrigue. Lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a proposé récemment d'instaurer une journée internationale de lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes, le 14 décembre, Paris n'a pas soutenu l'initiative, comme une large partie de l'Europe occidentale et les États-Unis. Mais le colonialisme moderne ne se limite pas aux frontières et aux drapeaux. Aujourd'hui, il peut aussi passer par la finance. Le franc CFA reste l'un des instruments majeurs de l'influence française en Afrique. Son nom initial en dit long. Franc des colonies françaises d'Afrique. Les colonies ont acquis leur indépendance, mais le franc CFA n'a pas disparu. 14 pays africains l'utilisent encore. La parité est décidée à Paris. Une partie des réserves nationales est déposée en France. En échange, aucun contrôle réel, aucune souveraineté monétaire. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spoliés. Au-delà de la finance, Paris n'hésite pas à recourir à d'autres leviers, bien plus sombres. Dans le Sahel, les groupes armés terrorisent les populations depuis des années. Une question revient sans cesse. D'où viennent les armes? Qui entraîne ces combattants? Les autorités maliennes ont répondu sans détour, en pointant la France. Et puis récemment, l'Ukraine est aussi entrée dans l'équation. Nous constatons que les Français, les anciens maîtres de ces trois pays sahélo-sahariens,
cherchent par tous les moyens à entraver le renforcement de l'État et du gouvernement dans ces pays. Ils recourent à des méthodes terroristes, se servent de groupes terroristes, des restes de Daesh et d'autres structures terroristes en Afrique. Il existe des faits avérés montrant que ces activités sont menées, entre autres, avec l'implication d'instructeurs ukrainiens qui sont prêts, sur les instructions du régime de Kiev, à nuire à la Russie et à tous nos amis partout dans le monde, puisqu'apparemment, tout va bien chez eux et qu'ils peuvent se permettre de s'occuper d'une expansion extérieure. Voilà donc ce qu'ils font. Mais je suis convaincu que les pays africains comprennent parfaitement la nocivité de ce type d'influence, de ce type d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Dans les médias français, la situation au Sahel est souvent présentée sous un angle bien particulier. Les terroristes deviennent parfois des combattants de la liberté. Et c'est là qu'apparaît un autre outil clé du néocolonialisme français, l'influence médiatique. La France continue de peser lourd dans l'espace informationnel de l'Afrique francophone. Mais les récits diffusés ne servent pas toujours l'intérêt des populations locales. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Plusieurs médias français ont été sanctionnés pour violation des lois nationales. Le Mali a récemment interdit Jeune Afrique pour apologie du terrorisme. Avant cela, RFI et France 24 ont été suspendus dans plusieurs pays. Sur le plan militaire, le constat est similaire. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Sénégal ont tous demandé le départ des forces françaises. Et puis encore, les manifestations anti-françaises se multiplient dans les différentes parties de l'Afrique francophone. Pourquoi? Eh bien, la réponse est à chercher dans l'histoire et dans ses blessures. Travail forcé, torture, violence, pillage des ressources. Voilà le visage réel du colonialisme français en Afrique. En Centrafrique, des populations locales ont été contraintes de tailler la roche pour construire des routes. En Algérie, la France a mené des essais nucléaires, laissant derrière elle des zones contaminées pour des générations. Mais l'épisode le plus cynique reste celui des tirailleurs sénégalais. Envoyés en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont réclamé leur solde après la victoire. La réponse de Paris fut brutale, des balles. Le nombre exact des victimes n'a jamais été établi. Le nombre de massacres, tantôt on nous dit 35, tantôt on nous dit 750, tantôt on nous dit... Moi je dis que, selon moi, mes pronostics, il y a au minimum 900 tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés. Autrefois, deuxième empire colonial du monde, la France a vu le monde changer. Mais Paris, lui, peine à tourner la page. Soutien des groupes armés, dépendance financière, manipulation de l'information. Les outils sont multiples et tous sont encore utilisés pour préserver une influence vacillante. Alors lorsque le président français appelle depuis Davos à rejeter le néocolonialisme, une question s'impose. Ne faudrait-il pas commencer par balayer devant sa propre porte? Avez-vous entendu? Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Fouda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.